Alors, dans cette partie, donc on a vu tout ce qui était définition, évaluation et analyse. Et maintenant, on va passer à la partie intervention. Donc, c'est-à-dire que dans cette partie, cette grande partie, je vais présenter en fait un certain nombre de stratégies proactives pour prévenir l'apparition des troubles du comportement. Parmi ces stratégies, ces interventions, il y a un certain nombre de choses, j'ai envie de dire, qu'on doit mettre en place si on ne veut pas rentrer dans une relation où il y aura des troubles du comportement. Donc je vais parler là de mes incontournables de la prévention, c'est 3 stratégies, on va dire, qu'on met en place quasi systématiquement. Donc le pairing, qui je pense a été présenté dans l'initiation à la BA, mais je vais quand même en reparler. Le renforcement non contingent, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne fournir un environnement riche en renforcement. Et puis la dernière qui m'échappe là maintenant, mais dont on parlera juste après. Donc, acte 1, le pairing. Alors, le pairing, c'est notre arme fatale, on va dire, pour prévenir les troubles du comportement. C'est-à-dire que l'idée du pairing, c'est que nous, qui à la base, quand on commence à interagir avec un enfant porteur d'autisme, on est quelqu'un de neutre, qui n'a pas spécialement ni de valeur positive ni de valeur négative. Et si on arrive et qu'on veut directement avoir des exigences envers lui, lui poser des consignes, lui demander de venir, de faire ça, sans en contrepartie accéder à ce que lui, il aime, délivrer ses sources de renforcement, ça va être un échec, dans le sens où on aura une intervention qui va être un petit peu basée sur le rapport de force et on n'amènera pas à des comportements pérennes dans lesquels l'enfant va s'engager spontanément parce que justement ils n'auront pas une valeur positive pour lui et on aura sans doute beaucoup de problèmes d'échappement. Donc avant de commencer à avoir on va dire une intervention un peu intrusive envers l'enfant, il est important d'avoir de la valeur aux yeux de l'enfant. De nous devenir un renforçateur sur pattes, en gros. Donc, le principe du pairing. Donc, le pairing, en fait, je vais décrire le principe, mais il peut s'appliquer aux objets, aux lieux, aux personnes. C'est vraiment un principe général dont il faut abuser et qu'il faut utiliser amplement parce que c'est une stratégie qui permet d'amener les choses de manière non brutale et qui amène une adhésion de la part de l'enfant. Donc le principe du pairing, c'est qu'on présente un stimulus neutre, juste après on présente un stimulus renforçant et on présente en fait ces 2 stimuli, on va dire simultanément, de manière répétée. Et ce stimulus qui était à la base neutre, il finit par devenir lui-même renforçant. Tout simplement parce que, par présentation simultanée, il a, on va dire, déteint sur la valeur du stimulus qui était renforçant et il est devenu lui-même renforçant. Donc c'est ça le principe du pairing. C'est quelque chose qui existe, c'est pas seulement un principe pour les enfants avec autisme, c'est quelque chose qui est utilisé dans la vie de tous les jours. Et par exemple, la pub utilise amplement le pairing. Elle va coupler la tranche de jambon à la musique, notre musique préférée, et puis des belles images de gaieté en famille. Et donc, du coup, la valeur de ces musiques et puis ces images de famille heureuse vont être associées à cette tranche de jambon qui va finalement porter ses valeurs et qui va nous donner envie de l'acheter. Donc, nous, on l'utilise de manière éthique, bien sûr, le pairing, pour amener l'enfant à adhérer pour des apprentissages qui vont avoir une valeur, une importance pour son développement, pour son intégration dans la société. Mais je veux dire, c'est un principe qui existe, c'est pas spécifique aux personnes avec autisme. Donc, le principe étant énoncé, donc, on va faire ce pairing, effectivement, en premier lieu, avec les personnes, c'est-à-dire avec nous, l'intervenant, en fait. Donc moi, au début de mon intervention, je vais juste venir, je vais rien exiger, je vais essayer de voir, d'analyser, de comprendre ce que l'enfant aime, et je vais lui délivrer de manière gratuite.
Au début, si l'enfant il n'aime pas que je parle, je vais même pas parler. Je vais peu à peu aussi parer ma voix. Donc c'est seulement en donnant des choses que je vais commencer à parler. Et donc, associer à chaque fois quelque chose d'agréable à ma présence, à ma voix, à mon approche, va faire en sorte que par association donc, de ces choses qui sont déjà renforçantes à moi qui suis neutre à la base, je vais acquérir cette valeur renforçante. Et en ayant acquis cette valeur renforçante, je dis acquis, mais on verra que c'est un processus continu, et je vais pouvoir commencer à moi-même requérir des efforts de la part de l'enfant pour obtenir des sources de renforcement. Un bon indice, en fait, pour savoir si notre pairing initial a pris, on va dire, c'est que quand on arrive, en gros, l'enfant, il vient spontanément à nous et il a envie de rentrer dans l'interaction et il a envie de faire des choses avec nous. Donc, et que c'est plus nous qui allons essayer de donner des sources de renforcement pour que l'enfant il accroche, pour acquérir en gros de la valeur, mais bien que l'approche ait lieu de la part de l'enfant. Donc là, le petit diapo, là, c'est pour montrer ce processus où justement on essaye d'apporter tout ce qu'aime l'enfant. S'il aime jouer au ballon, s'il aime la glace et les chocolats, les surprises, chanter, etc. On va faire tout ça qui va agir en gros comme un aimant vers nous. Et puis que l'enfant, il aura envie de venir à nous. C'était ça le but de l'illustration de cette diapositive. Donc je disais juste avant que c'était un processus... que c'est un pairing n'est pas acquis en fait, c'est un processus continu parce que si voilà j'ai réussi à établir une bonne relation, on va dire si j'acquiers une valeur renforçante aux yeux de l'enfant et que donc là je peux commencer à poser des petites consignes, à avoir des petites exigences. Mais par contre, si voilà, j'augmente mes exigences, j'augmente l'effort que je demande à l'enfant, et parallèlement, moi je baisse le fait que je donne des sources de renforcement. Et au final, ce pairing, il va se défaire, puisque ce qui va se passer, c'est que moi, je vais m'associer à à beaucoup de choses pas agréables, à peu de choses agréables, et la balance, elle va pencher, et je vais perdre ma valeur renforçante, et du coup, je vais plus réussir à pouvoir exiger des choses dans un contexte sans rapport de force, on va dire. Et donc, un pairing, ça s'entretient, c'est-à-dire que quand on mène des séances, souvent, déjà, quand on arrive, on commence par 5-10 minutes, ça dépend des enfants. Seulement on arrive et on fait des choses agréables, on accède à leurs demandes. Alors, c'est un double intérêt, c'est que, à chaque fois, on associe notre arrivée, le début du travail, à quelque chose d'agréable, ce qui fait que d'une fois à l'autre, l'enfant il a envie de nous revoir. Et puis, ça permet de faire déjà une évaluation indirecte des sources, indirecte, par observation en tout cas, des sources de renforcement de l'enfant, parce que s'il nous demande ça, si nous on essaye de proposer ça et qu'on voit qu'il accroche, ou on propose ça et on voit qu'il accroche pas, moi je peux déjà identifier au début de ma séance, ça va être une bonne source de renforcement pour débuter, ça non pas trop, ça oui, ça c'est nouveau, il adhère, et je vais m'en servir après au cours de ma séance pour pouvoir exiger des efforts et les redélivrer dans des contextes d'apprentissage. Donc le pairing, comment on procède, c'est ce que j'ai un petit peu décrit, on identifie au tout début en fait. L'idée c'est si on y va en aveugle, ça peut être plus long que si on fait déjà ce travail en amont, de demander par exemple aux parents, en tout cas aux proches, aux personnes qui interagissent habituellement avec l'enfant, de demander les centres d'intérêt, quels sont les jeux, les activités, éventuellement même la nourriture, etc. Les choses préférées de l'enfant, ce qui a le plus de valeur à ses yeux, pour que nous, on puisse déjà commencer à les délivrer. On les offre sans exigence, c'est ce que j'ai expliqué. Parfois, je crois que c'est dans les formations PEX qui disent on joue à la bonne grand-mère, c'est-à-dire que on donne tout ce que l'enfant il aime et on n'exige rien de lui. Voilà, la bonne grand-mère. On y associe notre voix, notre toucher, notre approche. Donc, autre chose importante aussi, c'est que toutes ces choses, ces sources de renforcement qu'on délivre, elles doivent être sous notre contrôle, parce que si par exemple, l'enfant, il aime les ballons. Non, c'est peut-être pas un bon exemple parce que souvent, ils n'arrivent pas à les gonfler, ils ont besoin de nous. Mais si l'enfant, il aime bien, j'ai ramené des sifflets, ça l'éclate, il siffle dedans, etc. Et que du coup, je lui ai donné, et puis après, donc, il a son sifflet,
et il le lâche pas, il se satisfait lui-même en produisant ses sons avec son sifflet. Moi, au final, si j'ai plus de contrôle sur ce sifflet, que lui part et qu'il est dans son petit monde avec son sifflet, je suis pas dans un bon processus de pairing parce que il faut que je garde un contrôle en fait sur les sources de renforcement pour que c'est moi qui délivre le renforcement. Donc c'est moi qui dois être associée à tout ça. Ou en tout cas, il faut que moi aussi j'en ai un, qu'on essaye peut-être d'introduire un jeu de appel-réponse, ou alors que ce soit plus rigolo parce que j'interviens d'une manière ou d'une autre en bouchant son sifflet et en le débouchant, ou en mettant un ballon au bout de son sifflet. Enfin, plein de choses à imaginer pour rajouter de la valeur à ce que l'enfant a déjà. Et donc c'est bien aussi d'une séance à l'autre, hein, les sources de renforcement, on va dire, on les garde dans une caisse inaccessible et on sort seulement les choses préférées pendant les séances, ou en tout cas pendant les moments qui demandent le plus d'efforts d'apprentissage. Et puis voilà, c'est ce que j'expliquais en fait, c'est gagné quand l'enfant nous approche, enfin un comportement d'approche spontané quand on arrive. Alors, on va justement voir une petite vidéo de pairing en fait, où on voit un enfant qui est tiré sur une petite voiture et l'intervenante en fait elle lui procure juste cette sensation agréable. On voit aussi que ce que l'enfant aime, c'est un petit peu ce caractère prévisible. Donc elle l'éloigne, elle le rapproche. Hop, il y a un petit moment d'attente, elle rééloigne, elle rapproche, et on voit que l'enfant il prend beaucoup de plaisir. Elle exige rien, elle demande rien. Elle associe aussi sa voix en décrivant, hein, elle le pousse, elle le ramène. Et donc c'est juste un processus de pairing. Donc voilà, ceci étant fait, quand on a donc une approche et un enthousiasme stable de l'enfant, on peut commencer à introduire des exigences. Et puis le pairing, c'est comme un jardin, ça s'entretient. C'est ce que j'expliquais, hein, il faut toujours entretenir cette valeur positive et puis faire la bonne balance entre l'exigence et le renforcement. Alors, le pairing, donc on l'a vu appliqué aux personnes, il s'applique aussi pour développer des nouveaux centres d'intérêt, donc aux activités, aux objets, aux lieux, on avait dit, hein, en général aussi quand on commence à travailler, quand on souhaite commencer à travailler par exemple à table avec un enfant, parce que ça peut être pertinent parce que l'enfant va être scolarisé ou une raison ou une autre. Au début, on va pairer la table. Parce qu'on ne veut pas que la table soit seulement un lieu d'apprentissage qui peut être aversif, entre guillemets. Et donc, du coup, au début, on va juste ramener les activités préférées à table. Par exemple, l'enfant, il aime regarder l'iPad. Ok, on regarde l'iPad, mais à table. Il aime jouer à tortille-chenille, à pique-pirate, à je ne sais quoi. On joue à ça, mais à table. Comme ça, au début, peu à peu, on fait que ses activités préférées à table. Et peu à peu seulement, quand l'enfant vient spontanément à table, on peut commencer à introduire de l'exigence. Ça va être pareil on peut utiliser aussi le pairing pour développer des nouveaux centres d'intérêt. Donc là, l'idée, c'est souvent, ça fait partie du diagnostic de l'autisme d'avoir des centres d'intérêt restreints et ou répétitifs. Et un des axes de notre intervention, souvent une intervention globale, ça va être de développer des nouveaux centres d'intérêt, de développer l'engagement dans de nouvelles activités. Et donc, on va procéder par pairing, c'est-à-dire qu'on va exposer l'enfant à l'activité en même temps qu'on lui délivre, donc c'est l'activité pour le moment ce stimulus neutre, en même temps qu'on va lui délivrer une source de renforcement tant qu'il est engagé dans l'activité, donc renforçateur, et puis peu à peu au fil du temps, on espère que cette activité qui était à la base neutre va acquérir un caractère renforçant. Pareil, donc on va regarder une petite vidéo sur un pairing d'activité et puis on continue d'en discuter juste après. Let's push it. 1,
Donc dans la vidéo, on voit bien que la petite, elle est en train de faire un jeu, de taper sur un jeu musical, en même temps qu'elle regarde la télé. La télé, c'est le stimulus qui est déjà renforçant. Donc si elle reste... Bon, il n'y a pas que ça dans la vidéo, il n'y a pas que du pairing, il y a aussi, on voit, pas que du pairing d'activité, il y a l'intervenante aussi qui continue son pairing à elle. Mais en tout cas, l'activité, c'est une nouvelle activité qui est présentée. Et puis, tant que la petite, elle s'engage dans l'activité, la vidéo, elle tourne. Si elle arrête trop longtemps de s'engager dans l'activité, on peut couper la vidéo. Donc on va faire au début des temps courts, et peu à peu, quand l'enfant il adhère, on va augmenter le temps. Et puis peu à peu, au début, on va juste demander à ce que l'enfant il soit en présence de l'activité. Puis après, on va demander à ce qu'il s'engage à faire quelques gestes. Et puis peut-être après, on va demander à ce qu'il y ait des séquences de gestes. Et on va comme ça être un peu en ombre, guidé, orienté. Mais si on veut que ce soit une activité autonome, le but, c'est pas de donner des consignes et puis que l'enfant nous suive, mais bien que ça acquiert une valeur renforçante en soi. Et c'est pour ça qu'on procède par pairing, parce qu'on veut que par la suite, l'enfant il s'engage spontanément dans l'activité qu'on essaye de lui faire apprécier. Un processus de pairing, en général, d'activité, ça se fait pas en une semaine, en fait. En général, on évalue l'efficacité d'un pairing, ou en tout cas, on décide d'abandonner un pairing s'il fonctionne pas au bout de 2-3 mois, parce que c'est quand même un processus qui peut être long et on va arrêter avant si on voit vraiment zéro évolution, mais si on voit que l'évolution elle est trop lente et qu'au final, dès qu'on essaye d'estomper le renforcement, le comportement il se maintient pas, là on peut se dire que peut-être c'était trop loin des sources d'intérêt de l'enfant et on peut essayer de viser une autre activité. Ce qui me fait dire aussi que quand on choisit quelle activité de pairing on va faire, il faut aussi faire attention à nos choix, parce qu'une activité qui a un début et une fin marquée, ça va être plus facile pour l'enfant qui, comme on l'a vu, a des problèmes de planification, etc. Ça va être plus facile pour l'enfant de la mener à son terme qu'une activité continue. Par exemple, pour un enfant qui a très peu de compétences de jeu, si je veux lui apprendre à jouer au xylophone, alors oui, en soi, taper, c'est pas compliqué, seulement s'il n'y a pas de repère, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on s'arrête, ça va être plus difficile que de faire par exemple un jeu où on fait descendre des perles le long d'un circuit à billes. Une fois qu'on a fait descendre un certain nombre de perles, le jeu s'arrête et là c'est plus défini. Donc le choix va être... le choix d'une activité avec un début, une fin marquée peut favoriser un pairing d'activité réussi, mais aussi essayer de voir, on ne va pas prendre des activités pour lesquelles il y a déjà eu un historique négatif. Ça veut dire qu'on veut partir d'un stimulus neutre et pas d'un stimulus aversif. Si il y a déjà eu un essai d'enseigner à un enfant à jouer aux petites voitures, et que en fait ça a été un échec et que du coup l'historique est mauvais, que l'enfant, en gros, c'est pas béat ce que je vais dire, mais il s'en souvient de manière négative, je mets pas toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne, parce que je pars déjà avec un handicap en fait dans la valeur de mon activité. Et une dernière chose, je sais pas si c'est une dernière chose, mais une chose là qui me vient encore à l'idée, c'est que il faut que, si possible, en général, on voit, quand on fait des évaluations de renforçateurs, les modalités sensorielles pour lesquelles l'enfant il accroche le plus. Donc, par exemple, on va avoir des enfants qui vont beaucoup aimer tout ce qui est musical ou tout ce qui est bruit en général, et qui vont être très peu sensibles au toucher. On aura des enfants, au contraire, ils vont être beaucoup plus dans l'exploration tactile. Au niveau bruit, bof. Alors, je vais peut-être essayer aussi de sélectionner des activités dont la modalité sensorielle, elle est déjà, on va dire, globalement appréciée, et en gros, le pas à franchir vers quelque chose de préféré va être moins grand que pour une activité qui n'a pas spécialement déjà d'affinité à la base. Après, ça ne veut pas dire que ces activités pour lesquelles on n'a pas d'affinité à la base, on ne va pas les enseigner, mais on va déjà d'abord essayer d'enseigner, étoffer le nombre d'activités dans lesquelles l'enfant il peut s'engager, avant d'essayer d'aller chercher des activités plus éloignées de ses centres d'intérêt primaires. Et en faisant comme ça un peu toile sur les centres d'intérêt, peut-être à un moment on aura une activité qui inclut et du toucher et de la musique, et puis on va réussir à amener l'enfant, par pairing encore, puisqu'on associe le toucher à la musique, à un peu apprécier cette modalité auditive, et qu'on pourra après embrayer sur des jeux auditifs. Voilà, donc le pairing, c'est vraiment quelque chose...
c'est une notion vraiment qui a plein d'applications et il faut maîtriser pour pouvoir amener les choses en douceur, multiplier les centres d'intérêt, les lieux dans lesquels l'enfant il veut bien aller, les personnes avec qui il veut bien interagir, etc. Et puis, donc, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas spécialement y revenir, donc de pouvoir amener, pairer un lieu de travail, justement, avec des choses préférées, comme j'avais expliqué, emmener un enfant à table avec déjà ses activités préférées. Mais pas seulement, ça peut être aussi le matériel de travail. Donc ça veut dire que par exemple nos cartes de chiffres qu'on va lui présenter, peut-être qu'au début on va lui présenter associé à un jeu, si pour lui le matériel pose problème. Bon, en général, quand on en est aux chiffres, ça veut dire qu'on a déjà réussi à établir des situations de travail, qu'on n'en est plus à devoir spécialement payer tout le matériel, mais ça peut être le cas au début. Voilà pour le pairing, donc j'espère que... en tout cas, que le message qui reste, c'est que c'est vraiment une procédure à avoir en tête, à maîtriser, à utiliser amplement pour amener à chaque fois à de la nouveauté, à faire tomber une résistance, et que ça permet d'amener des choses en douceur. Et que si on n'a pas un bon pairing, dans tous les cas, on va à un moment ou à un autre être confronté à des problèmes d'échappement et c'est beaucoup plus... on peut le régler, on va dire, de manière... c'est encore une fois une approche fonctionnelle. C'est si l'enfant n'a pas accès à un taux de renforcement suffisamment important, et le problème, c'est que ça ne va pas être satisfaisant et donc il ne va pas vouloir rester dans la tâche. Donc c'est encore une fois une approche fonctionnelle.